on a donc cette nouvelle un petit peu exclusive on a réussi une levée de fonds à 500 000 euros. Wow. Et ces 500 000 euros là sont faits pour dépasser finalement cette technologie. Si je devais me projeter 5 ans plus loin et qu'avec Ochi on arrive à garder le cap qu'on a aujourd'hui, il sera impensable pour quelqu'un de commencer la course sans utiliser Ochi parce qu'on sera capable d'avoir une finesse dans l'analyse et dans la prévention des blessures. Bonjour à tous, donc on est ici dans le nouveau format podcast que je vais animer. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Lance, donc je suis étudiant en management du sport et également freelance en intelligence artificielle et dans les nouvelles technologies. Donc je vais animer ce nouveau podcast qui aura pour but d'interviewer des personnes qui sont dans le monde du digital, des personnes qui peuvent nous apporter à nous et à notre secteur. On va commencer aujourd'hui avec le premier invité, Victor, donc je te laisse te présenter, merci d'être là. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation déjà et je suis ravi de faire partie de ce nouveau podcast. Avec plaisir. Donc je me présente, je suis Victor Dekit, je suis CTO chez Ochi. Donc Ochi c'est une application mobile qui permet d'analyser les vidéos de coureurs pour détecter les points forts et les points faibles de leur posture et les aider à progresser par des exercices ciblés. Ok. Donc pour me présenter un petit peu plus, donc je suis cofondateur et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a lancé Ochi. Okay. À titre personnel, je fais pas mal de courses et je suis aussi un grand marcheur. J'ai eu l'occasion de marcher plus de 3500 km à travers l'Europe. Ok, ça fait une trotte. C'est ce qui m'a notamment poussé vers l'entrepreneuriat, ce côté un pas après l'autre. Okay. On va toujours aller chercher le kilomètre de plus pour avancer. Ok, super. Et donc avec Ochi, c'est la rencontre avec Kaldon et Perrine, mes 2 autres cofondateurs, qui nous a poussé à créer ce projet Ochi. Je vais développer un petit peu plus tard sur la naissance. Ok, parfait. Je te remercie pour cette petite présentation. Du coup, toi, au niveau personnel, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Quelles sont tes passions, toi? Alors déjà une passion pour les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. C'est les nouvelles technologies dans leur ensemble, et comment elles vont transformer nos vies, nos manières d'agir, et nous aider à progresser d'une nouvelle manière. Donc je suis en veille permanente sur tout ce qui peut se passer dans ce secteur et comment est-ce qu'on peut les intégrer chez Ochi. Également, je suis fan donc de course. Pour être honnête, je m'y suis réellement mis quand j'ai rejoint Ochi, donc c'est assez récent. Mais voilà, je suis content. Il m'arrive de courir maintenant jusqu'à des semis. Donc prochaine étape, le marathon. Et puis enfin, bien sûr, l'entrepreneuriat. C'est l'histoire de tracer son chemin qui m'anime. Les rencontres faites sur le chemin. Combien de personnes dans l'écosystème j'ai pu rencontrer qui sont vraiment inspirantes, qui se battent au quotidien pour des idées, pour faire valoir changer les façons de faire. Des personnes qui sont aussi très résilientes. C'est fabuleux de voir des personnes se lever chaque matin, galérer parce que c'est aussi beaucoup de galères l'entrepreneuriat, mais continuer à y aller avec le sourire. Donc je suis très heureux de pouvoir au quotidien vivre finalement à travailler déjà autour de ma passion qui est maintenant le running et puis l'entrepreneuriat. Ok, c'est super. Oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un monde qui est génial parce que on sait pas de ce qui est fait demain. On se lève le matin et voilà, on se dit j'ai tel truc à faire et c'est challengeant quoi parce qu'on est livré à soi-même. Après c'est sûr que quand on est dans une super équipe comme Ochi, on avance ensemble et on a une équipe pour pouvoir se soutenir au quotidien. Donc ça c'est super. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un monde génial. On rencontre tellement de personnes intéressantes. Moi, à titre personnel, je sais que depuis que je me suis lancé dans ce monde-là, j'ai rencontré un tas de personnes, que ce soit dans des salons, que ce soit sur LinkedIn. Et c'est vrai que les gens donnent des conseils, ils te poussent à avancer. Plein de gens peuvent échanger avec nous pour pouvoir se challenger, se pousser aussi. Donc, c'est un truc génial. Exactement. Moi, le trait, on va dire le trait commun que je rencontre finalement au travers des entrepreneurs, c'est ce côté avec le sourire hyper optimiste et qui croient réellement dans ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est très porteur
Ouais, totalement. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi dans les salons de rencontrer des personnes, de pouvoir échanger sur ces projets, de se donner des conseils, des avis, etc. Et même des fois, on peut juste avoir un petit conseil qui peut nous faire changer totalement d'état d'esprit et nous dire bah tiens, j'avais pas vu cette approche-là de mon business, j'aurais pu aller dans telle et telle direction. Et finalement, on va prendre une approche stratégique totalement novatrice. Donc ça, c'est génial. Ouais, tout à fait. On va parler maintenant de l'intelligence artificielle. Donc forcément, en tant que CTO, tu t'intéresses aussi à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ça c'est sûr. Je suppose que tu as vu la nouvelle sortie de Sora par OpenAI. C'est bluffant, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est un nouveau champ des possibles, encore une fois. Le champ de l'IA autour de la génération d'images a fait énormément de progrès ces dernières années. Alors bien sûr, il reste beaucoup à faire. Normalement autour de tout ce qui est hallucination, notamment d'avoir de la cohérence au niveau des images. C'est ça. Mais c'est assez phénoménal la rapidité de progression. Nous, en ce qui nous concerne chez Ochi, on est vraiment sur un champ de l'IA spécifique qui est celui de l'estimation de pose. Donc concrètement, ce qu'on utilise, sont des modèles d'intelligence artificielle qui, sur une image ou une vidéo, donc une vidéo c'est une séquence d'images, donc on va scanner toutes ces images-là pour détecter où est le coureur et après détecter chaque partie de son corps en fait pour pouvoir l'analyser. Donc on est sur un champ de l'IA qui s'appelle le Computer Vision, qui est justement toute cette partie traitement de l'image, traitement du signal. Et donc c'est comme ça que l'IA va analyser le coureur, qui va détecter les mouvements, et du coup on va y venir, c'est comme ça qu'il va détecter les blessures. Exactement. Je te propose peut-être de te raconter un petit peu d'où vient Ochi, parce carrément. Avant la technique, il y a surtout une belle histoire. Donc avec mes deux cofondateurs, la raison pour laquelle Ochi est né, c'est que Kaldon et Perrine sont tous les deux des anciennes athlètes de haut niveau, aux États-Unis notamment, et pour le coup sur le champ du 400 mètres. Et dans leur carrière sportive, ils ont eu la chance d'avoir des moyens mis à leur disposition, et notamment d'avoir des analyses biomécaniques faites en laboratoire. C'est génial. Et Kaldon donc se blessait régulièrement et a pu à chaque fois dépasser ses blessures et continuer à progresser grâce à ces analyses biomécaniques faites en laboratoire. Ça c'est génial. Et Perrine, ça l'a aussi inspiré pour gagner en compétences et devenir la kiné, le champ de kiné qu'elle a aujourd'hui, de compétences. Elle a eu l'occasion de travailler dans ces laboratoires d'analyse biomécanique avec des athlètes de haut niveau. C'est génial. Et Kaldon, en fait, quand leur carrière sportive s'est arrêtée, ils se sont rendus compte en tant que sportifs amateurs qu'ils n'avaient plus accès à ces analyses-là. Car une analyse biomécanique faite en laboratoire, c'est des heures et des moyens, puisque on parle de plus de 200 € l'analyse. Ah oui, c'est un certain coût quand même. Donc pour le particulier, ça n'est clairement pas accessible. C'est clair. Et face à ce constat, finalement, c'est un peu cette injustice. C'est de là qu'est née l'idée d'Ochi. Comment est-ce que par le biais des smartphones, on peut ramener quelque chose qui existe pour les athlètes de haut niveau dans les mains de tout le monde et les aider comme ça à progresser. Donc c'est vraiment cette idée de démocratiser un service, de le rendre accessible à tous, qui a donné naissance à Ochi. Bah c'est génial, c'est une super mission. Ça permet à tout le monde de pouvoir analyser son mouvement, d'anticiper les blessures, de pas se blesser. Quelles sont tes missions au sein d'Ochi? Alors, en tant que CTO, mon périmètre concerne tout ce qui va être développement. Donc le développement, ça comprend concrètement l'application mobile. Ça comprend le site web, l'application web qu'on a également. Mais toute la partie un petit peu plus invisible qui va être le moteur d'Ochi. Donc sans rentrer dans des termes trop techniques, mais la partie back-end, serveur. Donc c'est là où on va vraiment avoir toute la magie d'Ochi qui va opérer avec des couches de traitement sur la vidéo pour bien analyser et découper et retirer que les informations qui nous intéressent de la vidéo. Et donc c'est cette partie-là qui va après être restituée à l'utilisateur sous la forme d'une analyse biomécanique sur smartphone. Alors donc comment ça marche concrètement? Vous installez Ochi, que ce soit sur Android ou iOS. Ensuite, vous allez pouvoir aller prendre une vidéo de vous en train de courir. Donc c'est très simple, soit vous avez un trépied et vous posez votre smartphone en position paysage. C'est ça,
et vous passez en courant devant. Ok. Soit vous demandez à un ami de vous aider le temps de la prise vidéo. C'est pratique ça. Ouais, effectivement, si vous courez en groupe, c'est le moment ou jamais. C'est clair. Et à partir de là, en moins d'une minute, finalement, vous allez pouvoir mettre votre vidéo sur Ochi et en moins d'une minute, vous allez avoir une analyse qui va être faite. Ok, c'est super. Donc cette analyse, qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'avoir concrètement? C'est ça. Elle va analyser déjà l'intégralité de votre posture. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, quand on parle des outils qui existent un petit peu dans les analyses, on parle beaucoup d'objets connectés type montre, semelle ou autres, qui vont finalement avoir qu'une vue partielle de votre course. Nous, par notre approche, ça nous permet d'analyser l'ensemble du mouvement de la personne. Et c'est ça qui va vraiment nous différencier. C'est qu'il n'y a pas besoin d'objets connectés chers, donc ça va faire que tout le monde puisse y avoir accès. Et on va comprendre l'ensemble du mouvement. Donc, une fois que cette analyse est faite, qu'est-ce que vous avez concrètement? On va analyser donc chaque partie du corps, que ce soit la tête, les bras, le dos, les jambes et la pose de pied également. Et donc, sur l'ensemble de ces critères, on va être en capacité de vous dire ah là votre posture sur tel endroit elle est correcte, ou bien attention vous êtes dans le rouge, il vaut peut-être mieux corriger votre posture, sinon cela peut mener à tel type de blessure. Et comment est-ce que concrètement vous changez votre posture? C'est là où on est allé un cran plus loin. Ce sont par des exercices de renforcement qui sont spécialisés et qui sont faits sur mesure. Donc concrètement, si par exemple vous avez sur votre jambe avant des problèmes au niveau de la pose de la jambe, parce que vous allez chercher par exemple attaquer trop en avant, vous êtes dans ce qui va être ce qu'on va appeler de l'overstride, donc qui va avoir des chocs supplémentaires et qui peut mener à des blessures. On va vous proposer des exercices ciblés qui vont vous aider à corriger votre posture. L'idée étant de ne pas vous forcer à changer votre posture, mais de renforcer les muscles qui vont vous permettre d'avoir la bonne posture. Ok, donc en fait concrètement on va analyser notre vidéo, on va courir et ça va nous dire justement quels muscles il faut cibler pour pouvoir se faire du renforcement musculaire. Donc en fait ça comprend vraiment tout un processus de A à Z, c'est-à-dire qu'on va se filmer, on va s'analyser, on va avoir en temps réel les données sur les muscles qu'on doit renforcer et ensuite on va avoir les exercices qui sont disponibles. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment tout sur la plateforme. Donc en fait tout est disponible sur la plateforme de A à Z et justement on va pouvoir avoir une analyse complète. Justement, on va y venir après avec l'abonnement, mais c'est super pratique. Du coup, ça évite d'aller faire une analyse biomécanique en laboratoire et ça permet de gagner des coûts, ça permet de gagner du temps et en plus, on peut s'analyser facilement. Donc, il y a un gros avantage. Tout à fait. Et la beauté de notre système, c'est que de ne pas être générique. Ce que j'entends par là, c'est que notre système prend en compte à la fois la taille, le poids et la vitesse enregistrée pendant la course du coureur, pour définir une analyse qui soit au plus proche de la réalité. Et notre vision, bien sûr, c'est d'intégrer de plus en plus de paramètres pour avoir une analyse toujours plus fine en fonction de qui vous êtes. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on veut savoir un peu plus sur la course, on va aller sur des sites qui vont donner des conseils génériques à la volée que tout le monde peut dire, mais qui ne seront pas taillés pour vous. Et c'est là où nous, on se démarque, c'est que grâce à la data, à l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin pour proposer des conseils plus ciblés. Et c'est pareil pour les exercices. On va pas vous donner des exercices qui sont trop difficiles à faire, en sachant que par exemple vous avez une posture qui serait encore trop faible. C'est-à-dire qu'on va y aller progressivement. Et au fur et à mesure des analyses que vous allez lancer et de renforcement musculaire que vous ferez, les exercices seront de plus en plus durs pour vous amener finalement à progresser dans votre course. Mais c'est normal en soi, parce que petit à petit on va progresser, petit à petit nos muscles vont s'adapter à l'effort. Donc il va falloir apporter un effort supplémentaire aux muscles pour qu'ils puissent toujours plus progresser. C'est un peu comme en musculation, il va falloir apporter toujours un effort supplémentaire pour que les muscles s'adaptent et qu'ils soient en constant effort. Et voilà. Et tout ça, c'est fait de manière transparente pour que l'utilisateur finalement voit sa progression au fur et à mesure. Et du coup, je suppose, on a un suivi sur l'application de ses performances. Alors, on a développé ce qu'on a appelé le score system. D'accord. On est encore sur cette phase de visualisation de la donnée. Le score system, concrètement, c'est un score qui vous est attribué sur votre posture, qui va vous permettre de rapidement jauger à quel point est-ce que vous êtes correct ou non dans votre posture de course. Ça va être un premier indicateur pour savoir si vous progressez finalement entre les analyses.
Notre volonté, c'est d'aller plus loin en mettant du coup une évolution par partie du corps pour encore mieux cibler. Ok. Donc ça, c'est ce à quoi on travaille. Ok. Après, il y a d'autres, pour revenir un petit peu sur la partie analyse, parce que Ouais. ça, c'est une partie, mais en fait, il y a aussi tout un volet qui est dédié aux personnes un petit peu plus connaisseuses, on va dire. D'accord, donc un peu plus expert. on va dire. Exactement. Qui va être autour de métriques. Ok. Métriques qui vont être à la fois est-ce que vous êtes terrien ou aérien pour les connaisseurs, quel est votre temps de contact au sol, D'accord. votre cadence de foulée, Ok. et toutes ces métriques là par exemple pour soit donc les personnes un peu expertes, soit les coachs, ça va être une manière d'avoir de la donnée rapidement qu'ils D'accord. n'auraient pas à l'œil nu, Ok. et donc d'avoir une meilleure idée de leur style de course qui est également une chose qu'on mesure. Donc au sein de l'application, sur votre analyse, il y a un style de course qui vous est attribué en fonction de vos paramètres biomécaniques et de la façon dont vous courez. C'est basé sur un papier scientifique. Donc tout notre démarche, on se base au maximum sur les dernières connaissances via des papiers scientifiques. D'accord. Et donc ces styles de course, il y en a 5 et ça vous aide un petit peu à mieux comprendre la manière dont vous courez. Toutes les manières de courir ne sont pas mauvaises, il y a différentes façons de faire, mais ça vous aide à vous connaître un petit peu mieux en tant que coureur. Et du coup, pour toi, quels sont les 5 types de coureurs qui sont classés? Alors on a eu un côté un petit peu gamification dans l'application pour. Ça, je pense que c'est idéal. Ouais, pour mesurer ça. Alors aujourd'hui, dans le papier en question auquel on fait référence, il y a 5 types de courses auxquels nous on a attribué un animal pour refléter un petit peu la manière de courir. Donc aujourd'hui, il y a kangourou, gazelle, guépard, gorille et ours. Ok. Et donc en fait ça va être à chaque fois la fréquence de pas D'accord. et si vous êtes aérien ou terrien qui va moduler un petit peu cette façon de courir. Ok, je comprends. Donc n'hésitez pas à aller lancer une analyse pour voir un petit peu dans quelle catégorie vous êtes. Allez voir dans quelle catégorie vous êtes. Personnellement, je suis team ours. Alors bienvenue à tous les ours qui me rejoindront. Bon bah je vais me lancer aussi, espérons que je sois guépard. Hein, Ça marche, Guillaume, je compte sur toi pour me communiquer ton style de course. Avec plaisir. Forcément là on parle des belles choses, mais je suppose que vous avez aussi eu des difficultés au sein d'Oshi, des moments durs que vous avez traversés ensemble. Bien sûr. Déjà, quand on parle d'innovation, on parle de temps long. Ouais. En tout cas, nous on fait partie des entreprises, des startups qui s'appellent Deep Tech. Ouais. Deep Tech, pourquoi? Parce que on travaille avec des laboratoires. Dans notre cas, c'est doublement important parce que on parle de santé des gens, de performance. Donc c'est important pour nous d'aller chercher finalement ce savoir du côté des laboratoires pour l'intégrer dans notre application. Et donc Deep Tech aussi parce que c'est de l'innovation qui est un peu poussée et donc qui demande un temps de R&D plus long. Donc finalement pour nous la difficulté ça a été que pour beaucoup de startups, en tout cas pour des startups, ça va être rapide d'avoir du chiffre d'affaires parce que on a un produit qu'on peut très vite mettre sur le marché et tester. C'est ça. En l'occurrence dans le cas d'Ochi, il y avait ce temps long pour mettre en place à la fois l'analyse biomécanique, à la fois le système d'intelligence artificielle, de lier tout ça sur un produit qui puisse être utilisable. Pour vous donner un petit peu une idée de l'évolution du produit, il y a 1 an et demi, en fait même plus, il y a 2 ans, en fait les personnes mettaient une vidéo sur l'application et c'était Perrine, ma cofondatrice, qui récupérait la vidéo derrière et qui vite faisait l'analyse. C'est ça, exactement. Okay. Ah oui, donc c'est fou comment ça a évolué, quoi. Ah oui, et donc d'automatiser tout ce processus-là et tout en gardant une rigueur, c'est ce qui a pris beaucoup de temps. Et donc la deuxième version, il fallait que l'utilisateur aille sélectionner quelques images particulières dans la vidéo, c'était très galère. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un procédé où finalement, en moins d'1 minute, c'est fait. Vous mettez votre vidéo et hop, tout le rapport tombe sous la main. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est toi le magicien. Eh oui. Donc Vita, on est de retour après une courte pause pour boire un petit peu. On va parler d'entrepreneuriat, du coup, d'incubation. Quels sont un peu vos points clés à ce niveau-là? Que vous étiez incubé par Berkeley.
Ouais, ça c'est la nouvelle fantastique, c'est novembre dernier. Ok. L'université de Berkeley en Californie a décidé d'investir chez Ochi à hauteur de 145 000 euros. C'est génial. Il faut savoir que Berkeley c'est la 4e plus grande université au monde. Ok. Donc c'est des ressources vraiment importantes qui sont mises à notre disposition. Donc ça a été un vrai tremplin. Et comment s'est fait le rapprochement entre vous et Berkeley? Alors on a candidaté au programme d'incubation de Berkeley. Et, ils prennent moins de 1% des startups qu'ils reçoivent. Okay. Donc c'était un vrai combat pour y arriver. On a été ravis d'être sélectionnés. Et ce qui est très fort avec Berkeley, c'est au-delà du renom et de la porte d'entrée fantastique que ça nous fait sur les États-Unis, c'est toutes les ressources qu'ils peuvent mettre à notre disposition, donc financières, mais aussi en termes de compétences et de savoir. Et donc ils nous accompagnent au travers de leur programme d'incubation et ça c'est fantastique. Et comment ça se passe l'incubation? Est-ce qu'ils vous mettent, quel genre de ressources ils vous mettent à disposition? Est-ce qu'ils peuvent aussi vous mettre des données à disposition, etc.? Alors les ressources, elles peuvent être à la fois humaines, c'est-à-dire que grâce à eux, on a aujourd'hui 3 personnes qui ont rejoint notre board stratégique en tant que conseillers, qui ont donc une très grande expérience en business et qui nous aident à donner du sens au-delà. Elles peuvent être aussi donc sur le terrain, par exemple, créer un pont entre et accéder aux équipes sportives de Berkeley pour les accompagner. Et après, dans tout ce qui va être cours, parcours, j'entends plutôt savoir. Ils ont des modules très intéressants qui nous permettent de développer des connaissances autour de l'entrepreneuriat et donc de bénéficier de leur expérience. Dans l'entrepreneuriat, c'est très important d'être suivi. Donc ça passe par des structures d'accompagnement. Donc on a commencé avec un premier incubateur. Ensuite, on est allé chez Novapulse qui est un accélérateur. Et aujourd'hui, on est chez le Village by CA qui incube des entreprises un petit peu partout en France. C'est très important parce que vous allez avoir du conseil, vous allez être au cœur de l'information et ça, j'insiste, c'est extrêmement important. Et vous allez être entouré d'experts qui vont venir apporter leurs compétences là où vous n'en avez pas encore forcément dans votre équipe. Ok, et du coup tu peux me détailler un petit peu sur ce projet, comment ça se passe vous au quotidien dans ce village? Bien sûr, oui, on est une vingtaine de startups et on va être donc sur 3 étages au village. On a la chance de pouvoir se croiser les unes les autres, d'échanger et finalement c'est ça ce que je disais, c'est d'être au cœur de l'information. C'est quand par exemple il y a des appels à projets ou quand il y a des collaborations possibles, des synergies. C'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre de grandir dans notre vie d'entrepreneur. Ok, et du coup quels sont vos voisins, vos villages? Alors on a Happy Hire qui est au même étage que nous, qui est une boîte dans le recrutement de talents tech, donc très pratique pour nous. Forcément. Effectivement, on a déjà fait appel à leur service. C'est top. Aujourd'hui, on est 8 dans l'équipe. D'accord. On a également Maestria, qui est une très belle boîte bretonne, qui travaille sur l'intelligence artificielle également, qui propose d'implémenter l'intelligence artificielle auprès des entreprises. D'accord. Et on a aussi Gibbs qui fait du marketing automatisé avec tout ce qui va être tracking et réussir à trouver les bonnes personnes. Donc on a vraiment des sujets très différents. Ok, mais du coup vous avez des startups qui sont un peu dans la tech et donc ça peut permettre de créer des synergies en fait, c'est plutôt pratique. Tout à fait, et c'est pour ça que nos besoins peuvent trouver des réponses dans des entreprises à côté de nous et ça c'est super. Ça c'est top de pouvoir échanger avec des startups qui sont dans le même environnement que nous. Tu m'as parlé de startups dans l'intelligence artificielle et dans l'automatisation. C'est des domaines en commun que vous partagez avec ces startups-là, donc ça permet aussi d'aller toquer chez eux pour des soucis techniques, sur des conseils. Donc c'est top de pouvoir échanger avec des startups comme ça. Exactement. Avec ça, plus les experts affiliés aux incubateurs, on a des solutions, effectivement. Et justement, comment ça se passe les experts? Comment ils viennent sur votre cas? Est-ce qu'ils viennent quand vous avez des questions? Est-ce qu'ils viennent, ils assurent un suivi au quotidien? Est-ce que vous avez des réunions avec eux quotidiennement? Alors on a une réunion une fois par mois avec l'équipe du village pour justement suivre un petit peu nos avancées.
trouver les problématiques et nous orienter vers des experts qui peuvent nous aider à dépasser ces problématiques. D'accord. Donc ça c'est clé pour c'est pour ça que si je devais m'adresser aujourd'hui à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais entourez-vous bien et de compétences variées. Okay. Si vous pensez que vous pouvez tout réussir en étant seul dans votre coin, je dirais que vous vous trompez. On a besoin des autres. Je suis d'accord avec toi et aussi pour rebondir dessus, il faut s'entourer de personnes qui ont des domaines d'expertise différents d'une autre. Si on est dans l'IA, il faut s'entourer de gens qui sont bons dans la communication, qui sont bons dans le marketing, qui sont bons dans le recrutement de talents. Et c'est vrai que d'avancer en équipe et d'avoir des personnes surtout en qui on a confiance, c'est très très important pour avancer. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qui a contribué au succès d'Ochi aussi, c'est que dans l'équipe de fondateurs, déjà on est 3 cofondateurs. Beaucoup de startups qui se lancent sont seuls. Moi, je dirais que c'est dangereux de se lancer seul. Il faut avoir une équipe de fondateurs solide. Et dans cette équipe de fondateurs, on a du coup moi qui suis sur la tech, on a Perrine qui est sur le côté scientifique biomécanique, et on a Kaldon qui est sur la partie business marketing. Donc tout ça nous crée finalement un cœur solide. Vous avez un trio qui est complémentaire. Exactement. Quoi. Et vous avancez en équipe et chacun vient apporter ses compétences au projet. Ok, ça c'est super intéressant. Est-ce que toi t'as des outils à recommander au niveau de la gestion de projet par exemple? Alors ça va plus être autour des développeurs, mais effectivement tout ce qui est GitLab. Après nous on travaille beaucoup sur tous les outils autour de Google. Je vais pas rentrer dans le détail parce que pour le coup ce serait vraiment technique. Après, comme moi je pense que en tant que développeur il faut aussi utiliser les derniers outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps. Donc ça peut être ChatGPT, mais ça peut être aussi Copilot qui va être pour nous aider à écrire du code plus vite. Je dirais que aujourd'hui louper le coche de l'IA dans son quotidien de travail, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Je suis totalement d'accord et j'essaie de porter ce projet-là aussi, de sensibiliser les gens via mon LinkedIn aussi, de leur mettre à disposition toutes les informations sur les nouveautés de l'IA. Et c'est très intéressant que tu parles de Copilot parce que il y a eu la mise à jour récemment avec Copilot Pro où ils intègrent vraiment Microsoft 365. Donc on a un environnement qui est quand même très très intéressant. Après on a aussi Google qui a lancé Gemini Advanced où ils intègrent aussi la suite Google. Donc ça c'est très très intéressant. Et au niveau du code, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui proposent du code. Copilot est assez abouti à ce niveau-là, ChatGPT aussi avec les GPT qui peuvent être créés pour alimenter de la data. Donc ça aussi c'est une utilisation qui est très très intéressante. Et je voulais connaître un petit peu ton avis sur les solutions de no-code. Ah, le no-code. Alors là, ça c'est un sujet qui fâche. Ah, c'est un sujet qui vend. Exactement, sujet qui vend. Moi je pense que le no-code c'est quelque chose de fantastique dans le sens où il permet à n'importe qui de se lancer, de créer une solution rapidement et d'itérer très rapidement. Parce que finalement, créer une startup, c'est ça au début, c'est être capable d'être agile, d'aller vite et d'aller très vite. Donc pour ça, je dirais que le no-code, c'est super. Ok. Et le mais, du coup Le mais, c'est qu'il faut savoir la limite du no-code et il faut pas se retrouver emprisonné dedans. C'est-à-dire que à partir du moment où l'idée est validée, où il y a des personnes qui payent par exemple pour votre solution, c'est le moment où il faut directement pivoter et avoir une vraie équipe technique pour chapeauter finalement la solution. Mais tu sais mieux que moi, forcément développer une app ou un site web, ça peut avoir un certain coût. Donc on peut être tenté pour aller sur du no-code. Et comment ça se passe la transition après quand on a un projet no-code, quand on veut le passer avec un développeur? C'est là où il faut s'entourer d'experts. Effectivement, ça a un coût. Mais ce coût il est nécessaire déjà parce que vos coûts sur du no-code vont augmenter au fur et à mesure pour un outil qui sera de moins en moins scalable. Et ensuite, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le no-code, ça ne permet pas de créer une barrière avec de la concurrence. N'importe qui peut reprendre votre outil no-code plus ou moins et repartir dessus. Vous allez arriver à un moment forcément où si vous voulez créer de la valeur, il faut faire du personnalisé. Et le no-code ne permet pas de faire se personnaliser. Donc c'est le moment où il faut pivoter vers une solution technique réelle.
Donc c'est à ce moment-là, on va avoir vraiment un besoin de passer sur un développement. Et pour toutes les personnes qui cherchent des développeurs, est-ce que tu connais des plateformes que tu recommanderais pour trouver des développeurs? Pas simple. Il y a beaucoup de tensions sur le marché du développement. Ça dépend si le besoin est ponctuel ou si c'est pour un développement long terme. Si c'est pour du long terme, je dirais d'aller recruter directement finalement un ou des développeurs. Si c'est pour du ponctuel, passer par du freelance. Malte, par exemple, c'est très bien. Il y a Upwork. Enfin, il y a pas mal de plateformes pour les freelances. Donc ouais, en fait, il y a aussi la grosse question de est-ce qu'il faut externaliser ou internaliser le développement du projet technique. C'est une question assez clivante. Toi, tu penses quoi? Je pense que ça fait peur les coûts d'internaliser la technique, c'est sûr. Mais c'est comme tout, c'est un investissement et un investissement qui doit être fait avec une vision long terme. Le no-code, ne permet pas le long terme parce qu'il va être bridé. Après, je parle de solutions un peu avancées techniquement. Je veux dire, si votre but c'est juste de créer, par exemple, une marketplace pour quelques produits que vous avez, c'est suffisant, une solution. Mais pour des solutions techniques un petit peu poussées, orientées SaaS ou même qui ont des traitements IA ou autres, il vous faut une équipe technique de toute façon. Totalement, je suis d'accord avec toi. Du coup, vous utilisez de l'automatisation, je suppose, pour traiter les données? Alors, je peux rentrer un petit peu dans le détail, mais ce qui se passe concrètement quand vous mettez une vidéo sur Ochi, c'est que cette vidéo, elle est envoyée sur nos serveurs. On a plusieurs couches de traitement qui vont s'effectuer. Donc, par exemple, le premier traitement, ça va être isoler, couper dans la vidéo pour ne garder que les endroits où il y a un coureur. Donc ça, c'est déjà une première couche d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est isoler le paysage du coureur. Exactement, parce qu'il peut y avoir des personnes en arrière-plan, il peut y avoir des éléments un petit peu, ce qu'on appelle des artefacts dans le fond qui pourraient tromper l'IA par la suite. Donc cette première couche d'intelligence artificielle, elle va permettre finalement de purifier un petit peu la vidéo pour avoir quelque chose de plus net. Après, on va avoir l'intelligence artificielle qui va estimer la pose du coureur. Et après, on va avoir encore des algorithmes qui vont tourner pour s'assurer que ce qui sort de l'intelligence artificielle est utilisable et correct. Parce que ce qu'on ne voit pas souvent, quand on utilise un service ChatGPT, d'image de génération, etc., c'est qu'il y a énormément de surcouches qui permettent en tout cas de garantir un résultat à peu près correct. Et donc on parle de ces couches de traitement-là qui vont permettre de garder que ce qui est nécessaire, ce qui est correct, pour après appliquer le traitement par de la biomécanique. Et donc tout ça pour faire fonctionner et que ça ait un résultat en moins d'une minute, c'est un vrai défi technique, c'est sûr. Tu m'étonnes, mais c'est super passionnant. Comment ça se traite, les données, comment elles sont traitées, comment vous avez ces couches-là. Donc si je résume bien, vous avez 3 grosses couches principales pour permettre d'avoir une information qui est vérifiable et vérifiée, qui puisse être exploitée par l'utilisateur. Forcément, l'information va être traitée et ensuite vous devez ressortir une information qui peut être visualisée par l'utilisateur simplement et clairement sur l'application. Et ça, c'est un des grands défis finalement de Ochi également. C'est que l'analyse biomécanique, elle peut être perçue comme quelque chose de désarmant, je veux dire, de trop compliqué. On peut se dire que c'est pas fait pour nous. Et nous, on a un peu choisi cette approche de simplification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez Garmin ou autre, vous courez et vous vous retrouvez avec des tonnes de métriques dont vous ne savez rien faire en fait. En réalité, qu'est-ce que j'en fais de toutes ces données? Et nous, on a choisi un petit peu cette approche opposée qui est de dire on fournit moins de métriques à l'utilisateur. Par contre, on lui fournit des conseils, c'est-à-dire qu'on interprète ces métriques pour qu'il puisse en faire quelque chose. Toute notre vision, elle est de transformer ces données en actions utilisateurs pour qu'il puisse réellement progresser. Donc c'est là où Ochi prend tout son sens en fait. Au-delà de fournir des données classiques comme avec les montres connectées comme Garmin, on va avoir l'application, on va avoir je vais à tel kilomètre/heure, j'ai tel VMA, etc. Exactement. Vous arrivez à traduire ces données-là dans des phrases concrètes, dans des conseils concrets. Notamment en complémentant ça avec de la musculation, avec des exercices de renforcement musculaire. Et c'est là où prend tout son sens en fait. C'est un projet cohérent à 360 degrés. Donc ça va permettre vraiment aux coureurs de s'améliorer
et ça prend tout son sens quand vous dites par des coureurs pour des coureurs. C'est vraiment, c'est créé par des coureurs qui donnent des conseils à des coureurs. Exactement. L'idée, c'est de ce qu'on appelle de la data visualization. C'est vraiment, on prend de la donnée et on la rend digeste, on la rend intelligible. Et vraiment, ça, c'est la clé. Nous, tout ce que l'on va faire par la suite, ça va être dans cette optique-là. Okay. Alors, bien sûr, on travaille et on est en passe de travailler avec des grands clubs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais eux s'intéressent plus à la partie métrique. Forcément. Donc c'est là où on a différentes cibles chez Ochi. Ouais. On va dire que le coureur particulier, cette analyse, elle a été pensée pour lui, pour qu'elle soit justement simple, intelligible, facilement, etc. menant à l'action. Ok. En revanche, pour les clubs et les professionnels de santé ou les coachs, bien sûr, on a tous ces métriques qui permettent là pour eux d'avoir finalement cet outil de mesure qui va leur permettre de faire leur propre diagnostic et entraînement. Ok. Donc on va avoir vraiment cette cible B2C, mais en fait votre approche il est plus B2B2C. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est fédérer. En fait, nous tout ce qu'on souhaite, c'est que le coureur soit le client final qui soit heureux, mais que autour de ça, en fait, l'écosystème aille vers le coureur. Donc on va avoir effectivement des clubs de sport, on va avoir des coachs, on va avoir des professionnels de santé qui aujourd'hui tous sont déjà présents autour du coureur, mais qui en utilisant Ochi, il va y avoir cette information finalement qui va se propager et qui va être gagnant pour tout le monde. Ok, donc finalement c'est une approche qui est très ciblée en fonction de la cible. On va avoir certaines données qui vont être données, on va avoir l'interprétation des données qui va être modifiée. Donc ça, forcément, c'est bien de traiter avec différents utilisateurs pour aussi avoir des retours cohérents. Exactement. Et, parler un petit peu de ces partenariats que vous avez au sein d'Ochi, comment vous les avez menés, etc. Alors, comme partenariat, on a aujourd'hui, déjà, je vais commencer par celui dont on est assez fier finalement. C'est qu'on a la chance, grâce à la Fédération française d'athlétisme, d'accompagner un marcheur olympique. Okay. Donc Aurélien Quignon aujourd'hui se prépare pour la marche athlétique aux Jeux Olympiques. Ça c'est génial. Et nous avons la chance de l'accompagner dans sa préparation grâce à nos analyses biomécaniques. Okay. Donc on est ravis de ce partenariat-là. On a également un partenariat avec la Fédération Québec Athlétisme, qui du coup propose Ochi à ses membres, ses coureurs. Et après, globalement, on a c'est des coachs particuliers qui vont utiliser Ochi un petit peu partout à travers le monde. On est présent aujourd'hui dans plus de 60 pays. Enfin, Ochi est utilisé dans plus de 60 pays. Donc une dimension très internationale. Exactement. On est disponible en 3 langues. Le français, l'anglais et le chinois. Et on a l'italien qui est en train d'arriver, un utilisateur qui voulait Ochi en italien pour pouvoir le diffuser là-bas, donc qui travaille à cette traduction-là. Et on a plus de 12 000 utilisateurs donc à travers le monde. Il faut savoir que on est assez fiers de ce nombre d'utilisateurs. C'est normal. Spécialement parce qu'on n'a pas fait de marketing ni de communication à grande échelle. En fait, ces personnes, elles sont arrivées parce qu'elles ont un problème, qu'elles cherchent une solution et que aujourd'hui cette solution c'est nous, et que au-delà d'être arrivées, elles parlent de nous autour d'eux. Et cela amène du monde. Votre plus grande force pour l'instant, c'est le bouche à oreille. Exactement. Aujourd'hui, on a donc cette nouvelle un petit peu exclusive on a réussi une levée de fonds à 500 000 euros. Et ces 500 000 euros là sont faits pour dépasser finalement cette technologie. On a passé 2 ans à peaufiner la technologie pour aller vers du marketing, pour faire connaître notre produit. Et dans cette année des JO, on a de beaux espoirs. C'est normal. C'est l'exclu, en plus la nouvelle est tombée il y a quelques minutes là. Effectivement. Donc, c'est génial de pouvoir en parler aujourd'hui. Vous avez mis tellement d'efforts dans ce projet-là, donc vous devez être très très fiers de pouvoir avoir cette somme disponible pour pouvoir investir sur votre projet et le pousser toujours plus loin. C'est très intéressant ce que tu disais au niveau de la communication, que vous faites pas de communication en ligne sur les réseaux sociaux. On s'était dit en off justement que vous étiez beaucoup au niveau de la présence média, que ce soit régionale ou nationale. Et est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus de cet aspect-là, communication, comment ça se passe au niveau Bien sûr. Alors c'est toujours difficile de se faire une place dans les médias quand on est une jeune start-up.
parce que les places sont chères. C'est sûr. Mais effectivement, nous, on a eu la chance de participer 2 fois au CES à Las Vegas. C'est une belle opportunité. On a également participé à Vivatech, qui est donc l'équivalent français du CES, mais également à l'IFA à Berlin, qui est l'équivalent allemand. Donc en fait, tous ces événements-là nous ont permis de créer finalement un réseau de diffusion. Ça nous a permis également de montrer clairement notre ambition internationale. On a toujours eu avec Kaldon et Perrine en tête cette dimension, d'être présent partout dans le monde, et ça se retrouve aujourd'hui. Donc c'est quelque chose finalement qui nous a amené à nous différencier et à avoir un petit peu de traction média. Quand je disais qu'on fait pas de communication, c'est qu'on n'a pas de budget alloué à cela. D'accord. Okay. Donc, par contre, on essaye effectivement de se faire connaître. Bien sûr, c'est normal. Mais on va dire qu'on a encore personne qui est dédié à cette tâche-là. Ok. Mais du coup, il y a ce volet-là international, qui est très intéressant. Du fait que vous avez une grosse base d'utilisateurs en France, mais que votre plus gros nombre de clients est à l'international. Tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que le marché français, on a la chance d'avoir beaucoup d'utilisateurs et on a très envie de faire grandir cette base d'utilisateurs. D'autant que on est fier de porter la technologie et le sport français dans ce que l'on propose. Donc on va continuer à se développer en France. Mais on se rend compte que le marché finalement américain est déjà plus formé aux technologies autour de l'analyse biomécanique. Je dis américain, mais ça UK c'est également le cas. UK, Canada, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Finalement, dans la culture anglo-saxonne, je dirais de manière générale, ils sont un petit peu plus familiers avec cette approche-là. Et donc, de fait, on n'a pas cherché spécialement à se développer aux États-Unis activement, mais ça nous dépasse. Et aujourd'hui, notre afflux d'utilisateurs est principalement donc autour des US. Et ce sera l'axe effectivement de notre développement sur l'année 2024. Et comment t'expliques-toi cet attrait-là pour la biomécanique et pour l'analyse de données dans les pays anglo-saxons par rapport à la France? Alors, je pense qu'il y a une raison qui est assez simple, c'est que le coût de la santé n'est pas le même déjà. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un super système de santé et quand on est face à des blessures sportives, on peut aller chez un kiné sans se ruiner globalement. C'est ça. Et ça fait que l'aspect prévention des blessures est moins attrayant peut-être chez les Français. Alors que effectivement, quand une séance de kiné aux États-Unis coûte plus de $200, les personnes voient bien plus la plus-value d'Ochi qui va leur permettre de peut-être éviter ces séances-là. D'accord, ok. Donc mieux vaut un abonnement à $7 par mois et faire ces exercices de renforcement que... Mais du coup, il y a peut-être cette question-là du fait qu'on est un peu trop couvert en France et que du coup, on va pas forcément peut-être aller plus loin dans l'analyse et dans le renforcement musculaire. Du fait qu'on se dit au pire c'est pas grave, si je me blesse je peux aller chez le médecin, je peux aller chez le kiné, et du coup on va pas plus loin que ce qu'on devrait en fait. Alors c'est sûr que c'est super qu'on ait ce système là, et je pense que on a vraiment de quoi être fier d'avoir ce système de répartition et d'aide pour tous. Par contre c'est vrai que ça amène un coût également pour la société. Alors nous on avait fait une estimation, je vais donner un nombre à la louche parce que j'ai plus le chiffre exact, mais pour les seules courses de marathon en France, le coût estimé auprès de la sécurité sociale était autour de 8 millions. Ok, c'est une alors à l'échelle d'un État, c'est pas tant que ça, mais en fait, ça montre, et on parle que des marathons. Donc les semis, les 10K, les 5K, il y a tout autant de personnes qui se blessent, et encore plus chez les personnes qui se mettent à faire de la course comme ça. Et donc l'idée, c'est aussi de dire, regardez, il y a des actions à faire qui collectivement aussi sont bénéfiques. La course à pied c'est génial, c'est quelque chose qui est perçu comme étant lifestyle. On a un rythme de vie très sédentaire, on a envie donc de se mettre à la course à pied parce que c'est accessible, il suffit d'acheter une paire de chaussures. C'est clair, ça mais souvent, très souvent,
trop souvent, ça mène à des blessures. Et nous, c'est là qu'on a envie d'agir. Totalement. Mais c'est vrai que, comme tu disais, le running, c'est le sport numéro 1 en France. On sait que notamment ça s'est développé pas mal pendant le confinement, quand les gens n'avaient que ça comme activité, qui pouvaient très peu sortir et qui allaient courir autour de chez eux. Et justement, c'est intéressant quand tu parles des courses, parce qu'il y a ce coup-là et aussi tout cet aspect-là, préparation de la course. On essaye de pas se blesser pour pouvoir être prêt le jour J. Donc ça aussi c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes intéressé d'éventuellement à développer des partenariats, sponsoriser des courses aussi? Tout à fait. C'est un des axes sur lesquels on aimerait s'améliorer. Okay. L'année dernière, par exemple, on est allé avec Orange au marathon de Paris. Ouais. Cette année, on y retourne, mais je ne peux pas vous dire avec qui encore, okay. parce que ce sera une exclusivité dans les prochains mois. Donc effectivement, on aimerait être présent dans les courses majeures à travers le monde comme outil de préparation. Okay. Aujourd'hui, beaucoup de coureurs utilisent des applications mobiles d'entraînement pour les guider, comme Runmotion, Runna ou d'autres, ou Adidas Running. Et c'est super, c'est important, c'est bien, ça les fait progresser. En revanche, nous, l'idée, c'est d'être en complément de ces applications-là pour une préparation, effectivement, qui soit un petit peu plus complète à 360, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que du coup, ces applications-là proposent vraiment de la data sur nos performances, et vous arrivez en complément pour pouvoir apporter de la data sur la santé, sur comment améliorer sa posture, sur comment améliorer aussi, réduire plutôt le risque de blessure. Donc c'est vrai que ça va vraiment apporter un environnement 360. Donc ça c'est super intéressant à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que vous êtes vraiment dans cette optique-là d'améliorer la santé et du coup, forcément, ça va impacter sur la performance des coureurs, dans la préparation mentale aussi. Forcément, si on a une application comme la vôtre qui permet de réduire les risques de blessure, on va être plus tranquille, on va pouvoir plus se donner à fond. Et c'est vraiment là l'enjeu de l'application. En fait. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cet aspect IA, data et prévention des blessures, on est encore au balbutiement de ce qu'il est possible de faire. Si je devais me projeter 5 ans plus loin et que avec Ochi, on arrive à garder le cap qu'on a aujourd'hui, il sera impensable pour quelqu'un de commencer la course sans utiliser Ochi, parce qu'on sera capable d'avoir une finesse dans l'analyse et dans la prévention des blessures. Donc tout l'enjeu des prochaines années, ça va être d'être toujours plus précis et d'avoir de plus en plus de données sur les coureurs pour les cas de blessures, pour être capable effectivement de trouver les variables qui ont mené à des blessures dans l'idée de les repérer chez d'autres personnes. Okay. Donc aujourd'hui, on en a déjà repéré plusieurs grâce aux papiers scientifiques et c'est ce qu'on utilise dans Ochi. Mais c'est rien par rapport à la vision qu'on a de ce qu'il est possible de faire dans les prochaines années. Donc vraiment le but c'est d'ancrer Ochi dans l'imaginaire collectif pour pouvoir se dire voilà, je prépare une course, il va falloir que j'ai mon application de performance et mon application de prévention de blessures avec Ochi. Tout à fait. Tout en sachant que si vous ne vous blessez pas, c'est votre performance effectivement qui est boostée. Bien sûr. Donc au final, tout est bénéfique. C'est vrai que la blessure, ça peut être dur psychologiquement aussi je l'ai vécu moi quand je me suis préparé aux 10 km du Paris 14e récemment en janvier, où je me suis blessé au tendon d'Achille. Et c'est vrai que le tendon d'Achille, comme tu le sais, c'est dur de courir avec la blessure au tendon d'Achille. Et forcément, ça m'a impacté mentalement. Et je me suis dit, faut quand même que j'y aille. Je me suis préparé en faisant du vélo, etc. Mais ma préparation était pas optimale. Donc forcément, j'ai pas pu atteindre la performance que je voulais. Et c'est là où vous venez apporter une solution qui est concrète, où vous venez prévenir les blessures. Et moi, je le sais, en tant que coureur, les blessures, c'est quelque chose qui peut être dur mentalement. Ah oui. Surtout quand on prépare des grosses courses. Il y a une notion de budget, exactement. Ouais, tout à fait. Quand tu parles de marathon, quand on se prépare pour un marathon, je sais pas, d'Amsterdam, de New York, de Paris, peu importe, ça engage des frais de déplacement, des frais d'hôtel, des frais de, voilà.
Nous, on a estimé que le coût moyen du coup d'une perte dans la préparation de marathon d'une blessure, c'est de 500 €. Ah oui, Donc ok. en fait, votre abonnement est vite rentabilisé dans ce sens-là. C'est prévenir que guérir, quoi. Et c'est pour ça qu'on veut être présent auprès des courses, notamment des marathons. C'est pour dire, grâce à nous, même pour les courses, ce sera très intéressant. C'est que vous aurez plus de personnes sur la ligne de départ. C'est pas nécessairement l'arrivée, mais c'est déjà au départ que ça se joue. Ouais, du coup, au-delà des inscrits, ils vont avoir des personnes sur la liste de départ et ça va être plus bénéfique pour eux. Ouais, tout à fait. Et donc ça va être vraiment intéressant de voir avec Ochi ce développement-là sur les prochaines années. Mais du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de cibler des personnes qui courent en groupe aussi, parce qu'on a aussi psychologiquement, on peut imiter le comportement des autres personnes qui courent. Et moi, je sais quand on court en groupe, on peut imiter la personne devant pour aller à son rythme, etc. Et pas forcément avoir le bon rythme, ce qui peut mener à une blessure. Oui, tout à fait. Mais alors nous, on conseille quand même de faire l'analyse vraiment seul. Oui, bien sûr. On gère pas plusieurs personnes sur la vidéo, donc ça fait partie des conditions. Mais effectivement, faut faire attention à bien s'écouter. Un des premiers conseils quand on court, c'est bien comprendre son corps, écouter son corps, et ça, on le redira jamais assez. Faites bien des étirements, des échauffements, c'est très important. Mais voilà, il y a finalement cette connaissance sur le renforcement musculaire qu'aujourd'hui on essaye d'apporter. Totalement. C'est vrai que moi, je sais dans mon cas, je suis quelqu'un qui faisait de la musculation avant. Et j'y connaissais rien du tout au running, et j'ai vu une course, donc j'ai décidé de me lancer à fond, pleine balle, 3 séances par semaine, et aucun renforcement musculaire. Et forcément ça a mené à la blessure du tendon d'Achille, parce que j'ai pas fait de renforcement des jambes, et forcément le tendon il a lâché, il est sollicité tous les 3 fois par semaine, donc forcément à un moment il va lâcher. Et c'est vrai qu'il y a cette prévention là à faire aussi. Prévenir que il faut vraiment faire du renforcement musculaire, qu'il faut analyser, et on n'y fait pas forcément attention, parce que quand on a un objectif, on a envie de se lancer à fond, on se dit allez, j'y vais à fond, j'y vais 3 fois par semaine, et on se dit ce sera bénéfique, puisque vaut mieux que j'y aille plus que pas assez. Et des fois on peut en faire trop parce qu'on a peur de pas en faire assez. Exactement. Et on rentre dans ça aussi, dans une spirale psychologique, et c'est là où Ochi vient nous aider à nous dire il faut pas trop courir, il faut s'analyser, il faut s'écouter, et c'est là où ça vient apporter aussi un complément. Tout à fait. Malheureusement, c'est l'histoire de beaucoup de coureurs. C'est absolument hallucinant les nombres de personnes qui se blessent par année sur la course à pied. Alors le chiffre était à peu près de 60% des coureurs se blessent à l'année. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est énorme, surtout quand on considère le nombre de coureurs à travers le monde. Et dans ces 60%, il y en a 40% qui se blessent à cause d'une mauvaise posture, d'une mauvaise biomécanique. Ah oui, okay. Donc en fait, nous c'est déjà ces personnes-là qu'on s'adresse. Parce qu'effectivement, pour les autres, il y a d'autres facteurs comme le stress, la fatigue, la nutrition, l'état mental. Tout ça va rentrer en compte, et ça, bien sûr, ces facteurs-là, aujourd'hui, on ne peut pas les prendre en compte avec Ochi. Mais déjà, si on arrive à empêcher 40% des personnes de se blesser, ce serait fantastique. C'est énorme, c'est presque 50%, c'est presque la moyenne finalement. Ah ouais, ce serait génial. Donc nous, c'est notre ambition. Et puis au-delà du running, notre ambition, c'est aussi d'être sur la course, mais au sens large. Ça nous fait un peu rire chez Ochi parce que il y a tous les 2 mois, on a quelqu'un d'un sport différent qui vient nous voir et qui nous dit: quand est-ce que vous faites le Ochi du volleyball, le Ochi de n'importe quel sport, de la natation. Donc bien sûr, on a envie d'aller vers d'autres sports. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est sollicité par des acteurs d'autres sports qui sont assez importants. Mais finalement, notre choix, ça a été de se dire: ce ne sera pas n'importe quel sport, mais ce seront toujours des sports où la course est impliquée. D'accord. Donc demain, ça va être Ochi, par exemple, avec foot et rugby, où il faut apprendre à faire des pics de vitesse rapidement sans se blesser. Demain, ça va être Ochi, donc avec la marche athlétique qu'on est déjà en train de développer, donc pour ces fameux marcheurs olympiques. C'est ça. Et donc on va intégrer de plus en plus de modules comme ça autour de la course. Ok, ça c'est super intéressant que vous alliez sur d'autres sports qui utilisent la course, parce que c'est vrai que
on se dit la course à pied, voilà, c'est le domaine où vous êtes présent, mais c'est vrai qu'on pense pas aussi au fait que dans d'autres sports, on a aussi cette course à pied qui est utilisée, donc on peut potentiellement prévenir des blessures dans d'autres sports en fait. Bien sûr, et imaginez le coût pour un joueur de foot qui se blesse, oui. Là on est on est sur des millions d'euros. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là vous allez prendre une place qui est très importante et ça va permettre d'anticiper des blessures dans plusieurs sports. Donc là, vous allez augmenter votre spectre des possibles, tout simplement. Tout à fait. Et puis encore une fois, apporter à finalement le monde du sport cette couche donnée dont ils ont tant besoin. Aujourd'hui, les coachs sont entourés déjà par de plus en plus de data scientists, donc des personnes qui vont les aider sur l'aspect data, et c'est super. Par contre, il y a une vraie question sur comment récolter les data de manière efficace. Et donc en passant par des cliniques biomécaniques où les joueurs vont aller 1 ou 2 fois l'année, on a un suivi qui est pas suffisant pour des joueurs. Donc l'idée c'est que finalement, grâce aux coachs et grâce aux data scientists et toutes les équipes qui les entourent, on va pouvoir capter ces données beaucoup plus régulièrement et mieux accompagner les joueurs finalement dans leur pratique. Okay. Donc c'est vraiment une nouvelle ère un petit peu qui s'offre au monde du sport sur cet accompagnement-là. Avec bien sûr, par contre, ça on le répétera jamais assez, mais l'importance de l'humain, je veux dire la data c'est quelque chose. C'est sûr, il faut la traiter. Exactement, il faut la traiter. Et puis il faut les coachs pour aussi tout le support. Pour tout le support, pour tout le suivi qu'ils font au niveau médical, ils vont venir récupérer la donnée, ensuite ils vont la mettre sur les athlètes. C'est qu'aujourd'hui nous on couvre un angle mort, on va au-delà de l'œil, on permet de mesurer finalement ce qui peut exister. Ouais, totalement. Mais du coup, c'est vrai que vous couvrez cette partie-là au niveau des athlètes individuels, mais vous couvrez aussi la partie plus professionnelle, on va dire, de tout ce qui est club, l'environnement fédéral, etc. Donc ça c'est super de pouvoir couvrir cet environnement à 360. Donc forcément, vous avez des perspectives de développement qui sont folles. Et du coup, pour aller aussi sur un petit peu les perspectives d'évolution, voilà, quelles sont un petit peu les perspectives d'évolution à petit, moyen terme, voilà, à long terme, etc. Comment vous souhaitez vous développer, sur quel secteur, etc. Alors à court terme, ça va être vraiment de nous faire connaître donc auprès du B2C à l'international, donc national et international bien sûr. Ça c'est pour capitaliser sur ce qu'on a déjà. En parallèle, on développe donc en recherche d'autres sports. Donc comme je le disais, la partie marche athlétique qui est déjà en cours. Donc ça va être vraiment le moyen terme. D'accord. Et la partie orientée sprint sur terrain donc de foot ou autre. Ça va être moyen terme. Et donc sur la partie à court terme on a également une possibilité de développement avec d'autres acteurs du secteur sur des applications d'entraînement. D'accord. C'est un axe dont on n'a pas encore trop parlé, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qui vous aident donc dans votre entraînement. Et nous, notre volonté avec Ochi, c'est de s'intégrer à cet écosystème pour que ces applications-là puissent également proposer nos plans de renforcement au sein de leur périmètre. D'accord, donc ça permettrait d'avoir des applications qui sont plus complètes. Tout à fait. Et donc elles auraient une valeur ajoutée forte pour leurs utilisateurs, c'est que en plus de leur plan générique, elles permettent de personnaliser. Et donc nous, ça nous fait un apport utilisateur également. Bien sûr, c'est gagnant-gagnant finalement. Tout à fait. Ça vous permet d'avoir un apport dans l'utilisateur et eux, ça leur permet d'avoir une solution qui est plus complète. Et pour finir, du coup, sur l'aspect long terme, tout va se jouer sur la précision de notre IA, d'une part, et donc le traitement des données pour la prévention des blessures, d'autre part. Donc là, on est moins sur une feature au sein du produit qu'une vision générale. Plus on sera fin et plus on sera précis. Forcément. Et voilà, mieux ce sera pour tout le monde. Forcément. Merci Victor en tout cas pour toute ton analyse sur le marché du running, sur l'intelligence artificielle, sur Ochi, comment tu nous l'as présenté. Et voilà, allez vous abonner à Ochi, téléchargez l'application. Voilà, franchement, en tant que coureur, moi je l'ai utilisé et ça m'a donné énormément de data, ça m'a permis de d'améliorer ma posture aussi parce que je voyais que j'étais pas droit quand je courais.
Donc forcément, ça donne des données clés et pour la préparation de la course, bah, c'est essentiel. Moi, je prépare le semi-marathon, donc là, forcément, ça va beaucoup m'aider. Donc merci à toi, Victor, de nous avoir conseillé et puis au plaisir d'échanger ensemble en tout cas. Merci pour l'invitation, Guillaume, et puis bonne préparation surtout. Merci.